humanum. Quelle immunité. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. We teach girls to shrink themselves, to make themselves smaller. We say to girls, la place de la femme, c'est à la cuisine. Avec des diplômes, ta place c'est à la cuisine. Avec ton doctorat, ta place à la cuisine. La nécessité d'agentivité des femmes. Faut parler de travail femme. De qui s'agit-elle? Un podcast qui vous présente des femmes haïtiennes que vous ne connaissiez peut-être pas. Le soleil se levait, sombre sur les montagnes. La nature semblait pleurer dans les campagnes. Le firmament si bleu, quelquefois en automne, avait un air fâcheux, ou plutôt monotone. Personne ne voulait rompre le grand silence que nos parents gardaient en cette circonstance. Nous étions 10 enfants, ce jour-là, chez ma mère. Nous jouions, triomphants, sans crainte et sans chimère, quand, au spectacle affreux, un homme dans la rue, abattu, malheureux, vint passer tête nue, le visage affaissé et les yeux sans lumière. Des spectateurs pressés gagnaient le cimetière. Un prêtre, avec douceur, lui parlait de son âme, qui, bientôt, sans douleur, fuirait ces lieux infâmes. Il avait à la main un lys, telle la neige. Il dit « À tous les saints qui toujours me protègent, pour la dernière fois, vous, surtout, Saint Antoine, de grâce, écoutez-moi, ainsi que le vieux moine. » Puis, il fut presque temps pour le grand sacrifice. Le prêtre tristement lui dit « Dieu vous bénisse ». « Visez, fit l'officier désigné pour le faire. « Graciez, graciez » dirent 2 militaires. Aussitôt, un soldat présentait un message où le chef de l'État lui pardonnait son âge, car il avait 20 ans. Mais son mâle courage l'avait fait trop souvent l'âme des brigandages. Et le soleil sortit, éclaira les montagnes, la nature sourit, égaya les campagnes. Le condamné, Cléante Desgraves-Valsin, Fleurs et pleurs, 1924. C'est lors d'une discussion avec le poète et professeur d'université Marquis Xavier que j'ai pour la première fois entendu parler de Cléante Desgraves-Valsin. J'ai voulu en savoir davantage sur ses romans, évoquant l'occupation américaine, le mariage, la question de la couleur et le féminisme. Alors, j'ai cherché sur Internet, et à part une dizaine d'occurrences de sa biographie, rédigée par Nadève Ménard, sans même l'accréditer, je n'ai presque rien trouvé. J'étais sur le point d'abandonner l'idée de lui consacrer un épisode. Et puis, je me suis rendu compte que Cléante Desgraves-Valsin était référencée sous le nom de Madame Virgile Valsin, son nom d'épouse. Le monde universitaire haïtien et international la connaît plus sous son nom d'épouse que sous son propre nom d'être humain. Il faut dire qu'elle est née à la fin du XIXe siècle. À cette époque, les femmes sont filles ou épouses, pas encore une personne à part entière. Cléante Desgraves voit le jour à Port-au-Prince en 1991. Son père, haïtien, est pharmacien et pianiste. Sa mère, elle, américaine. Cléante étudie au pensionnat des Demoiselles, dirigé par l'écrivaine Virginie Sampeur, une poétesse de grand talent. Après son diplôme, elle enseigne à des écoliers. Son mariage en 1917, à Virgile Valsin,
met fin à sa courte carrière d'institutrice. Son époux est propriétaire d'imprimerie et sera plus tard nommé directeur des imprimeries d'État. De 1924 à 1953, Cléante Desgraves-Valsin écrit un recueil de poèmes, de romans, un recueil de nouvelles et contribue aux revues La Semeuse et Le Temps. Elle écrit également des portraits de femmes illustres dans l'ouvrage collectif de la Ligue féminine d'action sociale intitulé Femmes haïtiennes. Féministe, elle préside la Ligue, première organisation féministe du pays, jusqu'à son dernier souffle en 1956. Des textes de Cléante Desgraves, je n'ai trouvé que 2. La nouvelle Le Voleur et son roman La Blanche Négresse. D'ailleurs, merci à C'est Toi Éditions d'avoir réédité ce roman tout récemment. Bon, je ne fais pas de dessin. On va aborder ces 2 textes-là principalement. En 1929, avec Cruelle Destinée, Cléante Desgraves-Valsin devient la première femme haïtienne à publier un roman. 77 ans après le Stella d'Émeric Bergeau, premier romancier haïtien. Cruelle Destinée est l'histoire d'Adéline, éperdument amoureuse de son frère Armand. L'héroïne est aux prises d'un dilemme sentimental et existentiel, mais sa mort, à la fin du roman, la libère. On retrouve dans ce premier roman tous les motifs de l'écriture romantique européenne du XIXe siècle. L'amour impossible, l'exaltation des émotions, l'idéalisme fort et la sublimité. Très fidèle au canon littéraire du romantisme de l'époque, Cléante Desgraves-Valsin est critiquée pour une écriture que certains qualifient d'eau de rose. Cependant, elle évolue dans son écriture, notamment dans les thèmes abordés. Madame Dunay a regardé la pendule avec stupeur. Elle voudrait en arrêter la marche ou fuir. Mais, comme un soldat au fort du danger ne peut déserter le camp, une mère ne peut abandonner son foyer parce que le pain y manque. Bravement, elle dépose son ouvrage et va vers la porte d'entrée pour recevoir ses 4 enfants qui vont revenir de l'école. « Chérie, avez-vous bien travaillé ?»« Oh oui, maman, répondent-ils d'une commune voix. Mais nous avons... Je comprends, s'empresse-t-elle de dire, je comprends. Patientez, votre père va rentrer dans un moment avec de quoi manger. Il est 7 heures du soir. Parce que Madame Dunay n'a pas mis de kérosène dans la lampe, elle vient de rendre sa petite âme lumineuse au Dieu des ténèbres. Fini sa lente agonie. Fini les grésillons en coups saccadés contre les parois de la cheminée en verre. La lune généreuse, dans la noire maison, laisse pénétrer ses rayons argentés qui éclairent le pauvre paquet humain que forment Madame Dunay et ses enfants. Tout à coup, ils entendent des pas. Les gosses sentent une sourde espérance envahir leur petit cœur. Enfin, ils vont pouvoir manger puisque leur papa, sorti depuis le matin à la recherche du pain, va rentrer. Ils battent des mains, courent le rencontrer, mais hélas, ils se heurtent à un visage ravagé, à 2 yeux lourds de larmes contenues. La mère a compris la muette détresse du malheureux. Dans la demi-obscurité, elle a cherché sa main et l'a serrée avec sollicitude. « Ami, cher ami, je suis désespérée. Pas un cottage, rien, rien. Ne vous désolez pas tant. Hélas, nous pouvons supporter la faim, nous, mais nos enfants. Du courage. Du courage? Mais je n'en ai point. » À ces mots, il s'affaisse sur un vieux divan à côté de Madame Dunay qui berce son dernier-né. Monsieur Dunay pleure depuis longtemps, la tête appuyée sur l'épaule de sa femme, mais voici que soudain, une idée étrange, insensée, incompatible avec son nom et son rang a germé dans son cerveau et grandit peu à peu. Il se lève, avise une étagère où s'étalent de vieux journaux, en prend 2 ou 3 et sort. Comme un bolide,
il descend la pente du chemin Lalu, passe devant le séminaire Saint-Martial, s'engage dans la rue des Miracles, contourne la pharmacie Bruno et arrive à la barrière fer. Le voleur, Cléante Desgraves-Valsin, revue Le Temps, 1937. Dans cette nouvelle, Cléante Desgraves-Valsin aborde les problématiques auxquelles la majorité de la population fait face. Elle met la lumière sur les populations silenciées, sur ceux qui n'ont, d'ordinaire, aucun droit au chapitre. Elle écrit le social. C'est son écriture du social qui donne à son œuvre un caractère patrimonial. Déjà dans son roman de 1934, La Blanche Négresse, elle dépeint les conséquences sociales de la politique étrangère américaine. Mais avant d'explorer ce point, attardons-nous sur le titre. La Blanche Négresse. Le titre intrigue. C'est un parfait oxymore. Comment une négresse peut-elle être blanche? Comment une blanche peut-elle être négresse? La Blanche Négresse, c'est Laurence Desvallons, une Française immigrée en Haïti avec son père et sa belle-mère, en vue d'une vie meilleure. À peine arrivée sur l'île, Laurence se retrouve au sommet d'un triangle amoureux, convoité à la fois par l'Haïtien Vanel et par l'Américain Watson. Bien qu'amoureuse du bel avocat haïtien, elle est contrainte d'épouser l'Américain, posé en Haïti, pour s'enrichir vite. À l'époque de l'occupation américaine en Haïti, un compatriote de l'oncle Sam est toujours mieux loti que celui de Dessalines. Et le salut d'une femme ne se trouve que dans un bon mariage. L'héroïne n'a donc pas le choix et se soumet à cette union de convenance, négociée par son père. Vers la fin du roman, l'Américain apprend que Laurence hérite d'une fortune d'un grand-oncle martiniquais et noir. Watson quitte alors sa famille, puis se suicide, dégoûté d'avoir une épouse et une enfant noire. La docteure Marie-Denise Shelton, dans son article Haitian Women's Fiction, paru dans la revue Kalalou en 1992, analyse l'œuvre ainsi. En racontant cette histoire d'amour contrarié, de malheur, de rejet et de mort, Madame Valsin va au-delà de la simple imitation des formules littéraires banales. On peut considérer le motif de l'interdiction qui sous-entend ce récit comme une transposition littéraire des tensions sociales. Madame Valsin nous fait également voir, pas toujours consciemment, divers aspects de la vie bourgeoise en Haïti, sa précarité économique, son étroitesse d'esprit, sa fragilité. Ces personnages féminins sont des êtres aliénés qui se sentent opprimés dans une société aliénée. Cette société aliénée dont Cléante Desgraves-Valsin trace les contours est celle de la société haïtienne sous l'occupation américaine. L'occupation commence dans la foulée de la Première Guerre mondiale. La France concède du terrain aux Américains en Haïti en échange de leur aide militaire. En Haïti, la situation politique de l'époque est critique. Entre 1911 et 1915, c'est 6 fois que le pouvoir change de main. Des partis politiques arment et forment des groupes de pillards pour semer le trouble et mettre les pouvoirs opposants à mal. L'administration du président américain Woodrow Wilson envoie 300 marines. Officiellement, pour assurer la protection des intérêts économiques américains en Haïti. Officieusement, pour mettre fin à l'influence européenne de la Caraïbe. Cela vous rappelle une certaine situation actuelle? Eh bien, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Alors que les pays européens sont occupés à s'entre-déchirer à 8000 km de là, l'occupant états-unien cherche à instaurer des structures permanentes en Haïti. Tout au long du roman, Cléante Desgraves-Valsin ancre ses personnages dans la réalité historique de l'époque. Ainsi, elle évoque la surtaxation des commerçants haïtiens et européens imposée par l'administration américaine et qui ne permet pas aux affaires du père de Laurence de fleurir. L'autrice mentionne l'envoi de chômeurs américains sous-diplômés, post-crash boursier de Wall Street en Haïti, pour occuper des postes d'experts à gros salaires. Et les grèves de 1930 des coupeurs de canne et journaliers agricoles pour exiger des augmentations de salaire aux compagnies américaines qui gèrent les grandes plantations. Comme une autre manière d'asseoir son hégémonie, l'occupant américain s'attaque à diviser le tissu social haïtien. Il veut imposer son modèle sociétal fondé sur la ségrégation pratiquée chez lui. Rappelons que la Constitution de 1805 proclame
Toute acception de couleur parmi les enfants d'une seule et même famille devant nécessairement cesser. Les Haïtiens ne seront désormais connus que sous la dénomination générique de Noirs. Dès le lendemain de l'indépendance, il y a eu la volonté de mettre fin aux différenciations raciales, une volonté d'aller vers la réconciliation entre les groupes phénotypiques composant la nouvelle nation haïtienne. Or, à partir de 1915, l'occupant américain a agi en faveur du retour à la racialisation, une racialisation d'ailleurs longuement dénoncée dans la littérature de l'époque, et la blanche négresse n'y fait pas exception, comme dans cet extrait. Nombre d'Haïtiens, connaissant la haine du Yankee contre la peau noire, se mettaient en tête que le nègre le moins nègre serait le plus considéré par l'occupant. Il n'y a pas de préjugés de couleur en Haïti. Ce mot est un tremplin au service de l'exploiteur. Les Haïtiens jaunes et noirs ne le mettent en relief que si leurs intérêts se trouvent menacés et qu'il leur faut quand même s'en servir comme de viatique. La camarilla de nos chefs d'État, jaunes ou noirs, se compose de gens de toutes nuances et la courbette des courtisans se fait sur la même cadence, la main jaune dans la main noire. Le noir aime bien son ami le mulâtre et réciproquement, mais les deux voudraient s'évader du cadre où la destinée les a placés. Et en avant, pommade, cosmétiques, lait, pâte et que sais-je encore, pour blanchir davantage ou dénoircir une peau claire ou foncée. Cléante des Graves-Valsin, pourtant à moitié américaine mais clairement anti-occupation, tient un discours sans équivoque sur les Américains. Parce que l'intime est politique, le triangle amoureux entre la métisse descendante d'esclaves, Laurence Desvallons, l'haïtien et l'américain, donne corps au dilemme qui traverse la bonne société de l'époque. La patrie ou les dollars? Dans le récit, Laurence fait partie d'un salon, France, Haïti, Amérique, composé d'intellectuels des 3 pays. Ses membres s'interrogent sur les mutations sociales en Haïti. Au départ fondé pour isoler des terrains d'entente entre les différents intérêts, le salon se scinde petit à petit. Le fossé se creuse à mesure que les 2 prétendants se disputent Laurence. Le salon finit par se disloquer totalement lorsque Laurence est contrainte de renoncer à son avenir avec l'avocat haïtien pour s'unir à l'expert américain. Ainsi, le salon fonctionne comme un miroir du débat public de l'époque, et il y a 2 niveaux de lecture à la situation de Laurence Desvallons. Laurence symbolise la femme de l'époque, aux prises entre sa volonté et les injonctions sociales. Laurence est l'incarnation de la terre d'Haïti, concédée par ses ascendants français et objet de combat entre l'haïtien et l'américain pour le droit de propriété. Ces 2 lectures sont applicables lorsqu'on étudie les personnages secondaires que sont Watson et Vanel. Rappelons que Watson est arrivé en Haïti pour faciliter et garantir les investissements américains et que selon son système de valeurs, le mariage est une opération commerciale dont la finalité est de faire l'acquisition d'une épouse. Dans l'extrait qui suit, vous entendrez comment la détermination à posséder Laurence de Watson peut s'entendre autant pour la femme que pour le pays qu'elle incarne. Vous serez ma femme, car vous êtes jeune, jolie, vertueuse. Je vous façonnerai tel que je vous veux. Je n'entends pas être le directeur d'une femme qui n'aime pas mon argent. Ainsi, moi, je suis riche et veux vous épouser parce que vous résistez. J'aurai l'ultime orgueil de vous avoir prise pour femme malgré vous. N'allez pas croire pour cela que je ne vous aime pas. Le soir du mariage, alors que Laurence se refuse à Watson, il se met dans une colère noire et en devient violent avec elle. Dans ses gestes et dans ses mots, il n'accepte pas que sa femme puisse lui résister et la menace. Quand l'Américain ne peut jouir d'une chose, il la détruit. Laurence se rend alors compte qu'en échange des dollars de Watson, sa famille l'avait réduite à un bien meuble.
Oui, je suis votre esclave, mais je fais appel à votre générosité. Rendez-moi ma liberté. À ce dernier mot, elle eut un sursaut de révolte. Non, un peuple asservi, comme un individu opprimé, ne demande pas la liberté. Ils la prennent. Durent-ils verser leur sang ou mourir en la conquérant? Je me vengerai de vos douleurs. Je veux être libre. Je veux fuir cette prison dorée. Je veux reprendre mon nom. Je veux vivre enfin. Votre fortune est pour moi le plus profond tombeau. N'avez-vous pas déjà enrichi ceux qui voulaient l'être au détriment de mon bonheur? N'ont-ils pas le projet de retourner en France pour monter grand magasin avec le produit du gros chèque que vous leur avez signé? Ne roulent-ils pas auto? Ne sont-ils pas heureux enfin? Eh bien, tout cela m'indiffère. Je ne veux que la liberté, moi. Si vous n'êtes pas un tyran, vous ne mettrez aucun obstacle aux luttes que je vais entreprendre pour l'avoir. Watson finit par abandonner le foyer. Quelques jours plus tard, Vanelle arrive et propose à Laurence de fuir. Au début, la jeune femme est partante. Mais très vite, elle change d'avis pour 2 raisons. La première est qu'elle ne veut pas subir le qu'en dira-t-on, étant encore trop soucieuse de préserver l'honneur de sa famille. La seconde est que la vie que lui promet Vanelle est trop incertaine, celle d'une fugitive sans attache. Devant ce refus, Vanelle devient alors fou de rage, et là encore, comme pour Watson, sa tirade peut s'appliquer pour Laurence, la femme, et l'incarnation d'Haïti. Votre amour? Mais où prendrais-je assez de dollars pour vous l'acheter? Le sang bouillonne dans ses veines. Il veut être dur, cruel. Une envie lui vient de faire des bêtises, de commettre des lâchetés, de profaner tout ce qu'il avait vénéré, de haïr Dieu, de s'unir à Satan, de terrasser Laurence, de la tenir écrasée sous ses pieds, de rire de ses plaintes, de noyer sa haine dans les larmes. « J'ai envie de vous torturer », fit-il. Cette envie est devenue âpre, tenace, rageuse. Il voudrait faire de ce corps qu'il adore une pile de chair écrasée, insexuée, une pourriture, afin que son rival n'en éprouvât que du dégoût. Il fait un bond, saisit la jeune femme, la secoue avec fureur. Il lève le bras pour la frapper. Mais, comme un éclair, cette pensée traverse son cerveau. On ne frappe pas une femme, même avec une fleur. Du fond de sa conscience aussi, subitement apaisée, une voix lui a crié « Lâche !» Alors, éperdu, honteux, il regarde de tous côtés comme Caïn après son crime. Il veut s'enfuir, mais à ses pieds, Laurence s'est affaissée, évanouie, morte peut-être. C'est trop d'émotions pour Laurence qui tombe gravement malade. Vanelle quitte le pays et s'installe un temps à Cuba. Pendant ce temps, Watson, lui, reste et prend en charge les soins de son épouse. Petit à petit, sans s'imposer, il finit par revenir vite auprès de Laurence. Ils ont ensuite une petite fille ensemble, Evelyne. Laurence n'aime pas l'américain, mais comme elle se sent redevable, elle s'accommode à leur union. En mettant en scène l'homme aimé et l'homme imposé, ayant des envies de destruction après le refus de Laurence, Cléante Desgraves-Valsin dénonce l'impossible agentivité de la femme au début du XXe siècle. L'agentivité, c'est la capacité d'agir d'une personne, d'être au contrôle de ses faits et gestes, d'exercer son libre arbitre, en somme. Ici, Laurence n'a pas la liberté de choisir avec qui et comment elle veut mener sa vie. D'abord, son père ne le lui permet pas. Ensuite, son époux veut la soumettre à une vie maritale qu'elle rejette. Et enfin, Vanelle ne supporte pas qu'elle refuse une vie de fuyarde avec lui. Et voici le plus grand dilemme auquel est confrontée Laurence, que l'on peut aussi voir comme l'allégorie d'Haïti. Si elle rejette l'américain ou l'haïtien, l'un ou l'autre l'annihilera. Si elle choisit l'un des deux, elle ne sera jamais tout à fait libre.
Prise entre deux feux, Laurence se résigne donc à laisser l'Américain jouir de son agentivité. Cependant, Watson la quitte lorsqu'il apprend qu'elle a du sang noir, puis se suicide. C'est alors que Laurence change de discours et va dénoncer l'institution du mariage auprès d'une amie, Myrtana. Le mariage ne doit pas être le seul but, la seule ambition d'une femme. Il y a bien d'autres fins auxquelles elle peut viser et qui donnent le bonheur autant que le mariage, quand il le donne. Chère Myrtana. Des exemples? La religieuse qui laisse ses amis, ses préjugés, sa famille, son pays, tout ce qu'elle aimait pour aller bien loin. Instruire des enfants ou soigner des malades, ne se sent-elle pas heureuse? L'infirmière qui, pendant qu'au dehors se donne bal, fête somptueuse, film épatant, s'enferme de plein gré dans un hôpital pour soigner depuis le 5 enrhumé jusqu'à l'incurable cancéreux, n'y trouve-t-elle pas son bonheur? L'avocate qui défend la veuve, l'orphelin qui fait réhabiliter l'innocent injustement condamné, la femme médecin qui arrache l'enfant aux griffes de la mort et le dépose guéri dans les bras de sa mère, ne sont-elles pas heureuses? Toutes ces femmes ont-elles demandé leur bonheur uniquement au mariage? Myrtana, pourquoi ne pas vous l'avouer tout de suite? Je n'ai jamais cessé d'aimer Guy Vanel. Jamais. Cependant, je ne l'épouserai pas. Je veux, comme je vous l'ai dit, me dévouer à Evelyne. Pour l'autrice, les femmes, même accomplies, ne peuvent l'être qu'en s'inscrivant dans la care, soit le service de l'autre. Mais il faut avouer qu'écrire ça en 1933, pour une femme, c'est aussi osé que visionnaire. On est témoin dans l'extrait qui précède d'un changement d'opinion de Laurence sur le mariage. Au début du roman, comme la jeune fille en fleurs qu'elle est, elle idéalise l'institution, elle y projette amour et liberté. Il faut dire qu'elle n'a que 17 ans lorsqu'elle tombe amoureuse de Vanel. À mesure que le récit avance, et donc qu'elle prend en maturité, Laurence fait volte-face sur la question du mariage. Plus que de maturité, Laurence s'émancipe financièrement. Au début du récit, elle dépend de son père, puis de son mari. À la fin du récit, elle hérite de son grand-oncle martiniquais et de son mari. C'est au moment où elle est totalement autonome financièrement qu'elle se radicalise sur la question du mariage. C'est lorsqu'elle s'affranchit financièrement qu'elle est en mesure de racheter son agentivité. Et pourtant, dans une de ses nouvelles, Cléante Desgraves-Valsin tient un tout autre discours sur le mariage. Elle y met en scène deux héroïnes pour qui le mariage est le seul espace d'épanouissement. Mais c'est totalement paradoxal, et ça va à l'encontre de ce qu'on vient de dire, me direz-vous. Et pourtant, non. Le féminisme ne cherche pas à dicter aux femmes comment être, quoi faire, quoi porter ou comment bien penser. Non, ça, c'est le patriarcat. Le féminisme, c'est laisser aux femmes le choix de leur lieu d'épanouissement. Le mariage, le concubinage, le célibat, la maternité, la carrière professionnelle, la famille, les amis, etc. La maternité, justement. Cléante Desgraves-Valsin l'aborde également. En tant que mère de 2 enfants et romancière féministe, elle interroge les lieux de claustration de la maternité et en questionne les lieux d'affranchissement aussi. Être mère, s'il est un véritable choix, peut être une joie, tout comme le véritable choix de ne pas être mère. Encore une fois, ce que met en exergue l'autrice, c'est la nécessité d'agentivité des femmes. D'ailleurs, elle enfonce encore le clou en appelant les femmes à prendre le pouvoir économique. Vous devez obéissance à votre mari, chère petite. Songez-y. La femme, bientôt va enfouir ce mot dans sa serviette d'avocat, de juriste, de député, de sénateur, de ministre. Obéissance. Oh! Si vous pouviez savoir comme ce mot m'a blessé quand le maire l'a prononcé. Il est temps que le mariage ne fasse plus d'une femme libre une opprimée. Tenez,
Moi, grâce à ce mariage, je suis esclave que seul le divorce libérera. Lucienne, qui jusque-là avait gardé le silence, se hasarda. Laurence, vous êtes hors du sujet que votre père a abordé. Nous désirons savoir ce qui a décidé votre mari à partir sans laisser d'adresse et non ce que les femmes exécuteront dans 5 ou 10 ans. Vous avez fait une trop grande enjambée dans le féminisme. Personnage complexe, Cléante des Graves-Valsin laisse derrière elle une œuvre à valeur hautement patrimoniale pour le témoignage qu'elle laisse sur l'occupation américaine, la description des dynamiques sociales et pour le plaidoyer en faveur du respect des droits des femmes. Sur ce dernier point, toutes les Haïtiennes lui doivent son combat pour l'obtention du droit de vote, droit qu'elle n'a elle-même jamais pu exercer, car elle est morte 1 an avant sa promulgation. Son œuvre n'est peut-être pas du goût de tout le monde, mais le droit de porter une œuvre dans les cursus scolaires et universitaires ne devrait pas reposer sur un choix arbitraire, mais plutôt prendre en compte la valeur littéraire et patrimoniale de cette œuvre. Une chose est sûre, la prochaine fois qu'on parlera de la première femme haïtienne à avoir publié un roman, vous ne vous demanderez plus « mais de qui s'agit-elle » Écriture de l'épisode, Mélissa Beralus et Judith Michel. Réalisation et mixage, Marc Helder Laurentus. Lecture des textes, Negrescola. Illustration, Carlens Desroches. Édition et direction artistique, Judith Michel. Production, Omanum et Aibo Post.